Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bon après-midi, bienvenue. Pour cet atelier économique sur la filière auto en situation de post-crise, en tout cas c'est le titre qu'on a choisi que Pierre-Louis Debarre du CCFA, parce qu'on espère que la crise est finie. Et face à moi, j'ai le président du CCFA qui est un président heureux, puisque le marché reprend des couleurs, plus 6% pour le mois dernier. On voit sur le salon que les exposants sont un petit peu plus optimistes. Il y a eu quelques annonces par ailleurs, avec Renault qui va accueillir des voitures d'autres marques, l'accord avec Fiat. Donc on voit qu'en tout cas, il se passe quelque chose, un petit frémissement. Alors est-ce que ça va un peu mieux, beaucoup mieux? En tout cas, c'est moins pire apparemment qu'il y a 2 ans. Et justement, l'objectif de cette conférence était de faire le point sur, par rapport à il y a 2 ans, la compétitivité. On en est où? Alors c'est vrai qu'il y a des mesures que le gouvernement a voulu prendre avec le pacte de compétitivité. Alors on va voir ce que ça donne. D'abord un mot avec les économistes. Vous avez vu sur le programme, donc on a des experts avec une femme qui représente un constructeur, Alexandra Thévenin, qui nous vient donc de Sevel-Nord, on en parlera tout à l'heure. On a des équipementiers représentées par la FIA avec Jean-Charles Sarbach, et puis 2 PME, parce que c'est important d'avoir un avis du terrain. Donc on a monsieur Verland, Dominique Verland, la société Favi, qui est dans la Somme, et Denis Rosé, qui est juste ici, j'essaie de ne pas le cacher par rapport à la caméra, qui nous vient de Franche-Comté, qui est aussi donc le président du pôle Le Véhicule du Futur. Et puis donc 2 économistes, avec Bernard Julien du GERPISA, et monsieur Ferrand, Denis Ferrand de Rex et Code. Alors, peut-être un mot, monsieur Ferrand, en introduction. Il y a un micro qui doit être pas très loin. Voilà, vous étiez assis dessus en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la situation d'il y a 2 ans? Est-ce qu'il y a eu une évolution d'après vous? Le premier point que j'évoquerai par rapport à il y a 2 ans, et le timing est très important, parce qu'on a tendance à regarder en économiste le temps qu'il faut entre le moment où on prend conscience des difficultés et le moment où on met en place des réformes qui vont essayer d'affronter ces difficultés. Ça, c'est quelque chose, on va dire, des résultats. Et je me souviens d'un travail qu'avait fait l'OCDE il y a de cela une dizaine d'années, qui estimait à 10 ans le moment où on identifie un problème et le moment où on affronte, où on met en place les premiers dispositifs. Dans le cadre de la compétitivité, c'est peut-être aller un peu plus vite, et même certainement un peu plus vite. Le rapport gallois datait d'octobre 2012, le CICE a été annoncé en novembre 2012. Donc là, le délai a été extrêmement raccourci. Mais le problème de compétitivité n'a pas attendu le rapport gallois pour s'exprimer. Évidemment, les lecteurs de CO Rex et Code en avaient déjà averti depuis quelques temps de ce problème de compétitivité, ne serait-ce que parce que nous avions travaillé avec le CCFA sur un travail sur le problème spécifique de compétitivité à la filière automobile. Et ça, on avait fait déjà des premiers travaux qui dataient de 2008-2009 qui identifient bien cette difficulté. Donc, même si on prend comme un point de départ de prise de conscience du problème de compétitivité 2008-2009, on se rend compte qu'on est allé assez vite, d'une certaine manière, pour mettre en place les premières mesures. Mais on parle ici de mesures qui sont de nature presque emblématique, non pas symbolique, mais emblématique. Emblématique dans le sens où, pour la première fois, il y a le mot compétitivité qui intervient dans une mesure de politique économique. Donc ce n'est pas un gros mot quelque part? Non, c'est en cela que c'est emblématique. C'est un atout, hein. C'est exactement en cela que c'est emblématique. Ce mot-là ne figurait pas dans le programme électoral du président qui a été élu en mai 2012. Enfin, du candidat qui a été élu en mai 2012. Donc déjà, on se voit que c'était un aggiornamento quand même assez conséquent. Le thème de compétitivité n'est effectivement plus un gros mot. En soi, c'est déjà un progrès. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce type de mesures de politique économique qui ont été mises en œuvre? Parce que l'on parle de CICE, on doit parler aussi de pacte de responsabilité, si je me place du strict point de vue du macroéconomiste. Voilà les 2 types de mesures que l'on peut prendre en compte. Et là, je reviens sur ma question de timing. Là, il faut bien distinguer les différents temps. Il y a le temps de l'annonce, il y a le temps de la mise en œuvre de la mesure, et il y a le temps du résultat de la mesure. Le résultat de la mesure, on va encore attendre. Donc 3 temps, si j'ai bien compté. Bernard Julien, à ce stade, le micro est juste là. Oui, effectivement. Enfin, je pense qu'on ne peut que souligner le fait que le mondial 2014 ne s'ouvre pas sous les mêmes auspices que le mondial 2012. La moquette est plus jolie cette année, je ne sais pas si vous avez vu. Mais oui, alors, non, ici, ça a assez peu changé. Par contre, l'ambiance quant à la production a changé. Il est vrai que dans l'automobile,
on est un peu dopé à la croissance, hein, et que autant la croissance des volumes est quelque chose qui permet de construire des indicateurs de qualité et un engagement des fournisseurs, des salariés, des investissements, etc., autant la dynamique inverse, on sait fort mal la gérer. Hein. Et en 2012, on était dans une logique de décroissance continue, et depuis d'assez longues années, on est aujourd'hui dans un frémissement de la production vers le haut, avec effectivement 3 éléments. Hein. Un, on a des marques françaises qui se portent relativement mieux, avec, en tout cas pour PSA pour l'instant, et puis pour Renault un peu plus tard, des volumes produits en France qui suivent. On a des alliés qui permettent de charger les sites, et puis après on a, et donc tout ça indique effectivement... C'est une bonne nouvelle que Nissan, la Micra, arrive par exemple à l'usine de Flins. Alors sur la Micra, hein, c'est particulièrement important parce que il s'agit d'un véhicule du segment B. Hein. Or, l'essentiel des pertes en production que la France a eu à assumer depuis les années 2000 ont correspondu à la perte du A puis à la perte du B. Et évidemment, aujourd'hui, hein, on sait que le déficit extérieur de la France en matière automobile qui existe depuis 2008 ne pourra être compensé qu'à condition qu'un peu de B ou beaucoup de B reviennent en France. Hein. Et évidemment, ça correspond à la question de savoir si dans un pays à hauts coûts salariaux comme le nôtre, il est possible de fabriquer ce que les constructeurs appellent le B mainstream, hein, autrement dit le B très concurrentiel, pour lequel on a besoin de volume et pour lequel on a eu tendance depuis 10 bonnes années à aller chercher les bas coûts salariaux en assemblage et chez les fournisseurs dans les pays d'Europe centrale et orientale. Ces pays d'Europe centrale et orientale devaient correspondre à des volumes vendus accrus. Hein, on avait 100 millions de consommateurs, nous avait-on dit en 2004. 100 millions de consommateurs, ça devait nous faire 2,5 millions de voitures neuves vendues aujourd'hui. Et à terme, pourquoi pas 4 millions. Aujourd'hui, on les attend toujours. Et évidemment, ça veut dire que les capacités qui ont été créées là-bas, elles ont servi essentiellement à délocaliser des fabrications italiennes ou des fabrications françaises qui étaient ici. Quand vous dites là-bas, c'est l'Europe de l'Est, par exemple? Oui, c'est la Slovaquie, c'est la Slovénie, c'est la République tchèque, hein, etc. Hein, c'est un peu la Turquie aussi. Hein, et évidemment, aujourd'hui, la question est de savoir si on va pouvoir rapatrier une partie des volumes correspondant aux produits qui sont demandés chez nous, ici. Hein. Et ce que je soulignerais, quant à moi, c'est que la question principale est bien celle des volumes, est bien celle de la demande, hein, et les surcapacités que l'on pourfend depuis 5 ans sont des surcapacités qui correspondent à une qualification de la demande qui fait problème. Hein, j'entendais avec bonheur Carlos Ghosn sur Inter, il y a la semaine dernière, dire les surcapacités, elles existent si on considère que la demande que nous vivons depuis 2010, 2011, 2012 est la demande normale, entre guillemets. Si on considère que cette demande est exceptionnellement basse et que la demande normale est plutôt à 14, 15 ou 16 millions de VP, alors les surcapacités n'existent plus. Hein. Et évidemment, le fait même qu'un grand patron de l'industrie automobile puisse tenir ce discours-là correspond à un changement d'ambiance qui est celui dans lequel s'ouvre ce mondial. Et évidemment, hein, il va falloir, pour l'industrie automobile française, confirmer cette tendance à la croissance, hein, de la production, parce qu'on est encore loin de rétablir l'équilibre commercial, on est encore loin de rétablir une capacité à réinvestir dans l'industrie automobile française aujourd'hui. Merci. Je voulais juste signaler, je crois que Mme Thévenin a travaillé à l'usine de Ternavin. Hein, c'est bien ça. Denis Ferrand, peut-être pour aller un petit peu plus loin, on a longtemps parlé, et je sais que c'est l'un des thèmes qui vous est cher, des coûts salariaux, hein, par rapport à la France versus d'autres pays. Donc est-ce que dans ce domaine-là, par rapport à il y a 2 ans, il y a eu là aussi des évolutions? Il y a eu des évolutions dans les deux sens. Des évolutions notamment vis-à-vis de l'Allemagne, où toute l'histoire de la période allant de 2000 à 2012, c'était le fait qu'il y avait eu une convergence progressive des coûts salariaux horaires dans l'industrie automobile, dans l'industrie manufacturière, même d'une manière plus générale en France, vis-à-vis des coûts salariaux en Allemagne. Dans le même temps, les coûts salariaux en Espagne allaient légèrement plus vite qu'en France. Donc on avait convergé vers le niveau des coûts salariaux allemands. Depuis 2012, on constate plutôt que les coûts salariaux allemands vont un peu plus vite qu'en France,
Quant aux coûts salariaux espagnols, ils se sont sensiblement ralentis et ils progressent au même rythme qu'en France, une fois que l'on prend en compte l'effet du CICE. Mais cet effet du CICE, il ne faut pas l'exagérer. Le CICE, sur l'exercice 2014, c'est une baisse du coût salarial qui va être, pour l'ensemble de l'industrie manufacturière, qui va être de l'ordre de 2,1%. Une fois que le CICE sera totalement monté en puissance, ce sera 3,2%. J'ai refait le calcul à partir des données d'Eurostat pour donner un point de comparaison. Entre 2000 et 2012, alors on en discutait tout à l'heure avec Bernard, entre 2000 et 2012, il y a eu une convergence de la France vers l'Allemagne. Il y a eu dans l'industrie automobile une progression de 88% du coût salarial horaire en France, mais parce qu'il y a aussi une transformation de la structure des qualifications, alors que dans le même temps, c'était 26,8% qui était intervenu en Allemagne sur 2000-2012. Donc on avait eu un très fort rapprochement. Vous voyez les ordres de grandeur quand on parle de 3,2 points pour le CICE. C'est pas avec le CICE que l'on va combler les écarts d'évolution en rétrospective des coûts salariaux horaires. Donc il faut aussi trouver d'autres leviers de restauration de la compétitivité. On a du mal à imaginer qu'il va y avoir d'autres mesures de politique économique fortement coûteuses pour piloter les coûts salariaux horaires. Il y a aussi d'autres leviers qui sont à inventer, des leviers qui tiennent notamment à des accords compétitivité-emploi, comme on l'a vu en Espagne, parce que s'il y a une restauration de la compétitivité en Espagne, cela n'est pas passé par un dispositif fiscal, mais cela est passé aussi par des enjeux de négociation. Donc ce sont tous les leviers qui sont à imaginer aujourd'hui pour la restauration de la compétitivité. Puis je donnerai juste un chiffre pour donner un ordre de grandeur ici, non pas en variation, mais en montant. Le CICE pour l'année 2014, le montant pour l'industrie manufacturière, ce sera de l'ordre de 1,8 milliard d'euros pour l'année 2014. Dans le cas de l'industrie automobile, pour cette seule année, ce sera de l'ordre de 120 millions d'euros, grosso modo, de ce que l'on peut imaginer au regard de ce qui a déjà été dépensé. Donc 120 millions d'euros, c'est 4,5% de l'excédent brut d'exploitation du secteur. Donc oui, ce sont des efforts qui sont importants à appréhender du point de vue des finances publiques. Ce n'est pas avec le CICE que l'on va résoudre tous les problèmes de compétitivité de la filière automobile. Merci. Oui, je compléterai ensuite sur l'affectation que l'on va en faire. Côté chiffres, ça, vous en pensez quoi, Bernard? Je voulais un petit peu oui, enfin, tempérer, on va dire. Oui. On a tendance le plus souvent à regarder les chiffres de l'industrie manufacturière tout entière, et effectivement, pour l'industrie manufacturière, il y a bien eu un phénomène très net de convergence des coûts en France et en Allemagne. C'est beaucoup moins vrai pour l'automobile, où effectivement il y a eu une croissance plus forte des coûts salariaux en France qu'en Allemagne, mais ça n'a pas fait converger. Aujourd'hui, vous avez une différence qui reste, et je crois que les chiffres étaient conformes, qui reste de l'ordre de 30 points, et par conséquent, si l'Allemagne va bien, ça n'est pas essentiellement parce qu'elle a des bas coûts salariaux. Il faut ajouter à cela le fait que le principal problème de volume en France, il est beaucoup moins face à l'Allemagne qu'il est face aux pays d'Europe centrale orientale. Et là, évidemment, le delta de coûts avec les pays d'Europe centrale orientale, même s'il s'émousse un petit peu, il est tel que CICE ou pas CICE, on n'arrivera pas à rendre compétitif le territoire français sur la base d'un effort sur les coûts salariaux, même si, évidemment, ça participe de la dynamique. Alors, s'agissant de l'Espagne, évidemment, il faut souligner qu'il y a certes eu modération salariale, il y a certes eu des accords, et que ça a été déclenchant dans les accords qui ont ensuite été obtenus en France. Mais en Espagne, vous avez un taux de chômage de 26 points. Et si la condition de restauration de la compétitivité en Europe, c'est qu'il y ait 26 points de chômage partout pour qu'on puisse faire pression avec la mise en concurrence des sites sur chacun pour obtenir cela, eh bien on comprend pourquoi est-ce que d'autre part, il n'y a pas de demande. Donc moi, je suis bêtement fordien dans cette histoire-là, et je perçois très clairement une tension entre la volonté de voir les coûts salariaux limités et l'incapacité dans laquelle sont les constructeurs de vendre des véhicules. Et si je regarde effectivement les pays d'Europe centrale et orientale, il est très clair qu'il y a un problème de cette nature-là, plus un problème plus technique qui a consisté pour l'Europe à ouvrir les frontières des pays d'Europe centrale et orientale aux importations de véhicules d'occasion, et qui a fait que les marchés émergents d'Europe n'ont pas émergé, et tout ceci renvoie à un problème de demande. Et aujourd'hui, je me répète, mais si
les constructeurs français vont mieux et si les sites français vont mieux, c'est parce que la demande qui s'adresse à l'industrie française est plus dynamique. Et si elle est plus dynamique, c'est en partie parce que le marché espagnol reprenant, eh bien, on a des constructeurs français qui sont en position relativement meilleure qu'ils ne l'étaient lorsque le marché espagnol était à la moitié de ce qu'il était en 2007. Alors, on va revenir dans un instant sur les accords de compétitivité, ce qui a été fait chez les constructeurs, et on a donc PSA qui est là pour en parler. Mais d'abord, j'aimerais qu'on évoque les mesures qui ont été annoncées ici même, puisque le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, est venu, avec dans sa besace un certain nombre d'annonces. Donc il y a le super bonus pour la voiture électrique, mais au-delà de ça, il y a eu des mesures annoncées par rapport à l'innovation, et surtout pour la filière, avec par exemple la réforme du fameux FMEA, donc le fonds pour les équipementiers. Il y a un comité de pilotage pour la filière également. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à ces mesures, Jean-Charles Sarbach, vous qui représentez la FIEV? Ne vous inquiétez pas, vous avez le choix entre deux micros. Oui, le tout c'est de faire tomber personne. Oui, bonjour à tous et à toutes. Toutes les mesures qui poussent effectivement à renforcer la productivité et la valeur de la filière automobile est bienvenue et nous les prenons. Ce que je voudrais quand même revenir, c'est sur en fait janvier 2009. On a parlé de 10 ans de temps de réaction, on a parlé de choses comme ça. C'était les États généraux, d'abord de l'automobile, je crois que c'était le 18 janvier 2009, si je ne dis pas de bêtises, et la création de la PFA phase 1, quand même en mai 2009 de la même année, donc ce n'est pas 10 ans, c'est moins de 10 mois. Patrick s'en souvient bien. Son directeur général de l'époque est présent parmi nous. On a créé d'abord effectivement 4 activités principales, parce que la compétitivité était déjà évidemment identifiée, parce que les surcapacités, on ne peut pas y agir sur 3 mois, vous l'avez dit, on va pas forcer les gens à acheter des voitures. L'emploi a été à l'époque fortement menacé, et donc on a créé en fait cette plateforme automobile, qui est un lieu d'échange, qui s'est ensuite enrichi d'un support régional avec les associations régionales des industries de l'automobile, les ARIA, qui aujourd'hui œuvrent, mais on aura le temps de détailler ça après. Donc on a œuvré en interne filière pour d'abord s'organiser et pour essayer d'identifier les leviers dans lesquels on pourrait agir. Alors il y avait plusieurs leviers, il y a toujours plusieurs leviers. Il y a un levier de compétitivité industrielle, il y a un levier également compétences qui existe toujours, qui est toujours important, c'est est-ce que les métiers dans l'automobile évoluent et comment ils doivent évoluer, et il faut les identifier. Il y a un volet stratégique naturellement. Et puis, il y a un autre volet, enfin je ne vais pas tous les citer, mais il y a un volet également sur lequel je reviendrai volontiers, c'est sur la compétitivité des filières métiers. On identifie grosso modo 11 filières métiers en automobile. Je reviendrai également sur la structure, s'il est possible de le faire, la structure de la filière, qui n'est pas tout à fait la même que ce qu'on pourrait constater outre-Rhin, qui est une filière qui est structurée avec deux constructeurs principalement et une grosse centaine d'équipementiers. Ensuite, on a un tissu industriel de rang qu'on appelle N dans notre métier, c'est-à-dire à partir du rang 2, qui est différemment structuré, qui est composé d'une multitude d'entreprises, ils sont très nombreux, et au niveau de cette articulation, on aura le temps d'en reparler, il y a des choses à faire au niveau compétitivité. Alors, on détaillera peut-être un peu plus tout à l'heure la PFA et l'un de ses programmes, notamment le 2 litres au 100 qui est très en valeur ici. Peut-être un mot, parce qu'on a 2 PME, ça serait important de savoir ce que vous pensez des mesures qui ont été annoncées. Dominique Verland pour la société Favi. Oui, alors c'est ce que disait mon voisin, toutes les mesures en faveur de l'industrie sont bonnes à prendre. Maintenant, quand on est PME, quand on est responsable d'une entreprise de 300 personnes ou de 400 personnes, ce qui est le cas de Favi, 400 personnes, il faut agir sur son écosystème et ne pas attendre, je dirais, le soleil. Si on vous dit dans 2 ans ça ira mieux, c'est 2 ans pour vous, c'est voilà. Énorme. Donc on se doit d'agir sur son périmètre. Et s'agissant des coûts salariaux, parce que c'est un petit peu le thème, compétitivité au regard des coûts salariaux et au regard des initiatives prises par le gouvernement, nous on a fait le pari de la compétence, de la compétence, à savoir effectivement dans une entreprise on a des salariés attachés au développement, je dirais les commerciaux, la R&D, le bureau d'études,
l'industrialisation. Et on a notre personnel ouvrier chargé de créer de la valeur de l'entreprise. Le pari qu'on a fait il y a une bonne vingtaine d'années, c'est de monter en compétence ces salariés pour que, autonomes et responsables, ils puissent agir en tant que régleurs, en tant qu'opérateurs, en tant que directeurs de la qualité sur les produits qu'ils fabriquent. C'est-à-dire, en montant en compétence l'ensemble des personnes, eh bien, on peut être plus compétitif qu'un Polonais quand il a un opérateur qui ne fait que rentrer une pièce et sortir une pièce. Un Polonais qui a besoin d'une structure qualité. Un Polonais qui a besoin d'une structure de maintenance. Il n'y a pas de Polonais parmi nous parce que, enfin, je veux dire. C'est juste l'exemple. C'est juste l'exemple. Non, mais voilà. Donc ça, c'est une clé. C'est une clé que l'on a développée chez nous pour effectivement rester compétitif. Voilà, la montée en compétence de nos opérateurs. Merci. Denis Roset, donc Eurocad en Franche-Comté, dans l'ombre de PSA, puisqu'évidemment, c'est un petit peu le gros constructeur qui est là-bas. Tout à fait, oui, très présent. Bonjour à tous. Je partage l'avis de M. Verland. Oui, alors, Favi, 400 personnes, Eurocad, c'est 60 personnes, donc c'est encore effectivement beaucoup plus petit, même si on a pour le constructeur PSA une position de rang 1. Effectivement, on n'attend pas, on se restructure. Favi a fait le pari de la compétence, on le fait également, et également sur la flexibilité des postes. Chez nous, c'est une polyvalence sur 5 ou 6 postes pour 90% du personnel aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai pari. Et l'autre pari, c'est la montée également en compétence de l'usine en soi, avec la mise en place depuis maintenant 6 ans des programmes. Alors Lean, il y a quelques années, dès qu'on parlait de Lean, c'était effectivement très mal vu. Alors je détaillerai tout à l'heure quelques programmes que l'on a, par exemple de bonnes pratiques humaines et industrielles. C'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup. Le faire du lean management, du management visuel dans l'entreprise permet également de redonner du dialogue social. Et donc voilà, ça nous permet à la fois de monter en compétences et de résister effectivement au phénomène de crise. Il y a juste un point aussi que je voulais quand même souligner, c'est que par rapport à cette productivité, cette compétitivité, on a aussi une dégradation de nos propres modèles sociaux qu'on a mis en place dans notre entreprise. Nos marges ont baissé parce que voilà, effectivement, il faut qu'on s'adapte au marché mondial, mais également ça remet en cause nos modèles sociaux. Si je prends celui d'Eurocad, qui était un partage massif effectivement des bénéfices de l'entreprise, ce qui donnait aussi un attachement du personnel dans l'entreprise. Donc voilà, il faut qu'on trouve de nouvelles sources en fait, de nouvelles marges de manœuvre pour conserver ce modèle social. En un mot sur l'innovation, parce que vous avez aussi une double casquette qui est celle du président du pôle véhicule du futur. On parlait d'ARIA, il y a les pôles également, hein, donc il y a même un cluster d'ailleurs qui s'est monté dans votre région, à cheval sur Alsace et Franche-Comté. Au niveau de l'innovation, il y a on le sait, il y a beaucoup d'efforts sur l'électrique. Il y a ce que fait la PFA sur certains programmes emblématiques. Est-ce que ça va dans la bonne direction d'après vous? Ou est-ce qu'il y a des manques? Alors, il y a certainement des manques au niveau national d'avoir des feuilles de route très claires. Je prendrai juste un exemple sur, par exemple, la pile à combustible et le véhicule hydrogène. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au niveau des régions, les régions sont organisées. On en compte à peu près 9 qui ont des projets de flotte de véhicules, différentes façons de fabriquer effectivement de l'hydrogène, et il manque une feuille nationale. Et il y a un certain nombre de projets qui aujourd'hui sont poussés par les régions, qui sont soutenus par les pôles, notamment sur l'hydrogène par le pôle véhicule du futur. Donc il y a vraiment des choses qui sont très bien structurées. Si je fais une aparté sur le pôle véhicule du futur, en fait on est sur 4 domaines d'activité stratégiques: l'énergie et la propulsion, on est sur les matériaux, on est sur la recyclabilité. Si je m'arrête sur par exemple les projets des matériaux, on a créé l'année dernière une association qui s'appelle Photocomposite, et qui est dans le cadre du 2 litres au 100, mais sur l'allègement effectivement des véhicules. Et il y a de gros projets qui sont en train de sortir et qui intéressent les constructeurs, voire les équipementiers de rang 1, au titre desquels Ford aussi y a. Mais ce qui est bien, c'est qu'on fédère à la fois l'automobile, mais aussi tous les services de mobilité. Alstom est également très intéressé par ces systèmes-là. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train d'émerger. Peut-être une dernière réaction sur ces fameuses mesures. Sur la réforme du FMA, par exemple, j'ai cru lire sur AutoActu que vous en parliez il n'y a pas très longtemps. Oui, donc effectivement, parmi les mesures qui ont été annoncées la semaine passée, il y avait une réforme
du FMEA, dont on a eu un peu de peine à saisir en quoi elle allait consister exactement. Et si j'ai bien compris, une large partie reste dans les limbes, enfin reste à déterminer. En gros, le FMEA, historiquement, ça a été constitué lors des fameux États généraux, ou juste après. Vous vous rappelez qu'à ce moment-là, l'État prête aux constructeurs 3 milliards chacun, et donc c'est assez facile à l'État de dire, sur ces 3 milliards, vous prélevez chacun 200 millions pour aider à ce que la filière se reconfigure, ce qui correspondait à ce que j'ai appelé dans le petit papier auquel vous faites référence une action de pompier, puisqu'il y avait plein de boîtes qui étaient en très grande difficulté et ça posait des problèmes lourds aux constructeurs qui risquaient de ne plus pouvoir fabriquer, tout simplement. Donc on a payé les fournisseurs au cul du camion, comme on dit, et puis à un moment on a eu un outil un peu plus raisonnable pour faire à peu près la même chose. Mais évidemment, ça voulait dire que ce fonds de modernisation, il était presque entièrement dans les mains des constructeurs, alors qu'il s'agissait de permettre à l'industrie équipementière de se solidifier et éventuellement d'aller chercher des voies de développement, voire des clients de manière un peu plus autonome. Évidemment, il y a eu assez vite, dès 2011-2012, une espèce de difficulté à permettre au fond de courir les deux lièvres à la fois, celui du soutien de la production française des Français et puis celui de la consolidation de la filière. Et donc il y a des mesures qui sont aujourd'hui envisagées qui devraient permettre que l'autonomie du fonds soit plus grande, ce qui est une manière aussi quand même de reconnaître la nécessité pour l'industrie équipementière d'acquérir une autonomie stratégique plus grande et de se délivrer un peu de la tutelle traditionnelle des constructeurs. La plupart des équipementiers qui vont bien ont su le faire. Aujourd'hui, on a un outil de politique publique qui l'intègre pleinement et je pense que ça va plutôt dans le bon sens déjà. Merci. N'hésitez pas, Dominique, Alexandra, si vous voulez dire un petit mot là-dessus. Sinon, donc, 2 litres au 100, donc, on peut voir il y a 3 concept cars qui sont sur les stands de Renault, Peugeot, Citroën. Ça, c'est un vrai programme qui a mobilisé la filière, Jean-Charles Sabac. Oui, c'est un projet ambitieux, mais il est ambitieux et il est favorable parce que l'objectif, c'est de faire un véhicule à la fin qui soit commercialisable. Le véhicule 2 litres au 100, il y en a depuis très longtemps. En 86, Renault a fait rouler un véhicule qu'on appelait la Vesta et qui a consommé de mémoire 1,96 litre au 100 sur Bordeaux-Paris en trajet réel, donc ça existe. Sauf que cette voiture-là, on ne pouvait pas la vendre. Donc ce qui est important, la première chose qui est importante sur ce programme, c'est qu'effectivement, c'est d'aller vers des solutions qui sont industrialisables et commercialisables. La deuxième, qui me paraît également importante, alors d'abord, avant de continuer, il aurait fallu interroger François Sudan. Donc, comme il n'est pas là, je peux dire à peu près n'importe quoi. C'est le directeur du programme. Pas trop, parce qu'après, on va lui répéter. On va le répéter. Non, la deuxième qui est importante, c'est que finalement, c'est assez rare d'avoir un programme aussi important où on peut réaliser de la co-innovation, c'est-à-dire qu'on est à partir effectivement des constructeurs jusqu'aux équipementiers, on arrive à aller jusqu'aux PME et aux laboratoires, ainsi que les pôles qui contribuent très largement à ce programme. Et je crois que à ce titre-là, c'est un cas d'école qui est important pour notre filière. Troisième élément positif, si vous permettez, c'est effectivement qu'il correspond à l'image que l'on se fait du véhicule français, c'est-à-dire un véhicule qui est propre, qui est friendly, comme on dit. Environnementalement responsable. Responsable, tout à fait. Et donc, ça correspond en plus à l'image que se font et qu'on se fait de plus en plus du véhicule français, d'autant plus qu'il y a des mesures fiscales derrière qui sont importantes sur les aspects émissions et consommation, et que c'est devenu un argument commercial. À partir de là, il y a aussi des difficultés. C'est un projet difficile à gérer. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le dispositif est tel qu'on a beaucoup de difficultés. Il y a 2 PME qui sont là et je souhaiterais qu'ils réagissent à intégrer les PME dans ce programme-là pour X raisons. Mais la première raison, c'est que le ticket d'entrée
il n'est pas facile à payer, hein. Le dispositif est tel qu'il faut un ticket d'entrée et que beaucoup des PME qui seraient candidates à participer à ce programme seraient plutôt candidates au titre d'une prestation qu'au titre d'un partenariat. La deuxième, c'est que effectivement, il y a la difficulté, c'est qu'il faut en même temps communiquer, parce que c'est aussi fédérateur, et en même temps ne pas communiquer, parce qu'on est dans le compétitif. Le secret industriel. Le secret industriel bien gardé. Donc c'est une deuxième difficulté. Il y en a éventuellement d'autres, mais je souhaitais citer ces deux-là. Alors je ne sais pas comme on a des représentants de PME, peut-être qu'elles ont été sollicitées ou qu'elles souhaitent participer à ce programme véhicule d'élite au sang. Ça a été le cas pour Denis Rosé, hein, il l'a dit tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc, mais un projet qui donnera incontestablement des résultats et qui donnera aussi incontestablement une nouvelle image, et on en parlera après, de la perception qu'ont les consommateurs du véhicule français. Notamment la qualité, on en parlera tout à l'heure. Oui, il y a un élément qui me semble important en écoutant ce qui vient d'être apporté, c'est combien aujourd'hui on est en train de reparler de projets. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Enfin, il y a 2 ans... On se projette dans le futur, autrement dit. On se projette dans le futur. Et on est là véritablement sur les vecteurs d'amélioration de la compétitivité. C'est vraiment de... Alors, les projets se matérialiseront-ils, rencontreront-ils les objectifs qu'on leur assigne? C'est autre chose, mais au moins, par le tour de projet, voit-on des choses émerger. Et ça, c'est un phénomène qui est quand même très remarquable dans l'industrie automobile. Je regardais le résultat d'une enquête que fait l'INSEE sur l'affectation que les industriels envisagent de faire du CICE. En fait, on se rend compte que c'est dans l'industrie automobile que les chefs d'entreprise de ce secteur envisagent le plus d'orienter le CICE vers l'amélioration de la compétitivité. Pour faire simple, pour prendre les 2 orientations de la compétitivité, comment est-ce que celle-ci se restaure? Elle se restaure en jouant sur les prix, et ça, on essaye de retrouver, ce faisant, du volume, un peu ce que l'on a évoqué tout à l'heure, on essaye de retrouver du volume par des baisses de prix qui redonnent tout de suite un avantage de compétitivité à court terme. Et de ce point de vue, c'est dans l'industrie automobile qu'il y a la plus forte proportion de chefs d'entreprise qui estiment que le CICE aura un impact sur les prix de vente par rapport à tous les secteurs industriels. Deuxième élément de restauration de la compétitivité, c'est bien sûr celle dont on débat en ce moment, c'est celle qui concerne les projets d'investissement. Or, quand vous regardez les résultats de l'enquête de l'INSEE, c'est que vous avez 74% des chefs d'entreprise de l'industrie automobile qui envisagent d'utiliser majoritairement le CICE. Alors, je vous rappelle le montant quand même, 100 millions d'euros. Bon, on peut discuter, d'autant qu'il n'y aura pas grand-chose en plus avec le pacte de responsabilité. Et ça ne viendra pas tout de suite. Donc ça ne concernera pas l'industrie automobile. Donc il faut bien regarder le CICE aujourd'hui tel qu'il est. Mais derrière, ce que cela révèle, c'est l'intention d'investir pour 74% des chefs d'entreprise. Là, pour l'ensemble de l'industrie manufacturière, c'est 58% seulement de chefs d'entreprise qui envisagent d'affecter le CICE majoritairement à l'investissement. Il y a là vraiment un trait remarquable du point de vue de l'industrie automobile qui montre peut-être qu'on est en train de changer d'horizon et que c'est cet horizon-là qu'il faut aujourd'hui consolider, se redonner et actionner tous les leviers de la compétitivité. Merci. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe sur le terrain et on va commencer par PSA Peugeot Citroën puisqu'on a donc Alexandra Thévenin qui nous vient donc de Sevel-Nord. Peut-être quelques mots sur son parcours. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que vous savez ce que c'est, Alexandra, qu'une chaîne de production. Expliquez-nous en quelques mots. Oui, j'ai démarré mon parcours professionnel en France en 1992 en tant que métallurgiste. Et après, le parcours s'est fait de plein d'étapes. Et maintenant, je suis aux ressources humaines. Et j'y suis venue aux ressources humaines par mes compétences en métallurgie. Ce n'est pas commun, je l'accorde. Je vous l'accorde. Au moins comme ça, quand vous parlez à des salariés, vous savez comment est le métier. Je le connais bien, le métier, en effet. Alors, Sevel-Nord, donc tout le monde connaît ce site, évidemment. Et donc, bien avant que Carlos Tavares fasse son plan Back in the Race, il y a un accord qui a été donc appliqué. Est-ce que vous pouvez nous en donner les détails? Oui, bien sûr. Alors, cet accord, j'ai écouté avec très attentivement tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. J'espère que c'est pareil dans la salle, d'ailleurs. Je suis donc en train de me rendre compte que nous aussi, nous sommes une PME. Nous sommes une PME de 2400 personnes à Sevel-Nord. Nous faisons des véhicules utilitaires et nous sommes une filiale du groupe PSA Peugeot Citroën. Mais nous sommes une PME parce que nous poursuivons exactement les mêmes objectifs que ceux qui ont été énoncés.
C'est-à-dire que pour nous, la compétitivité ne passe pas uniquement par la maîtrise des coûts salariaux, elle passe bien évidemment par la maîtrise des coûts salariaux, mais aussi par l'accroissement des compétences. Et c'est dans ce sens-là que cet accord a été construit. Donc c'est une condition nécessaire, la maîtrise des coûts salariaux, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut réinventer l'industrie, la façon comme on l'exploite. Nous souhaitons, comme vous, et pour cela nous avons déjà investi aux alentours de 206 000 heures de formation pour 2400 salariés, donc ça fait à peu près 85 heures de formation par salarié depuis la signature de l'accord à Sevel, donc depuis le mois de juillet 2012, parce que nous croyons aussi que nos opérateurs ils peuvent demain être le directeur qualité de la qualité à leur poste. Et c'est comme ça qu'on maîtrisera les vrais coûts salariaux. Car la maîtrise et la modération salariale que nous avons aussi mis en place, on a utilisé aussi cette carte-là, ne suffira jamais. Je viens de passer 4 ans en Slovaquie, je suis donc bien placée pour vous le dire. Dans la VAPRF de Sevel Nord, les coûts salariaux représentent 52% de la VAPRF. À Trnava, en Slovaquie, nous étions aux alentours de 32%. Donc voyez-vous qu'une simple modération salariale est loin d'être suffisante pour qu'on retrouve une compétitivité suffisante. Combien même toutes les mesures qui sont menées par l'État français sont des mesures qui sont intéressantes à prendre et de grandes responsabilités sociales. Mais ça ne sera pas suffisant. Il est à nous de réinventer le monde de demain et de réexploiter les industries avec une maîtrise complète de nos dépenses. C'est ce qu'on a fait à Sevel Nord. Donc, nous avons développé la performance de Sevel Nord en maîtrisant nos coûts d'énergie, en compactant nos surfaces, parce que tout ça, ce sont des dépenses, en voyant tous nos contrats de prestations, et enfin, en travaillant sur la flexibilité de nos organisations. Mais c'est avec, c'est pas uniquement cette piste-là qui vous poursuivre, loin de là. Alors justement, j'allais vous demander comment ça a été perçu sur place, parce que bon, quelque part, il faut aussi que les salariés fassent des sacrifices. En tout cas, des efforts. Les salariés ont fait des sacrifices, les pouvoirs publics locaux et régionaux ont fait des sacrifices. Notre maison mère a fait des sacrifices. C'était donc un investissement collectif. Le mot sacrifice me gêne un peu. C'est pour ça que j'ai dit effort après. Merci. Donc ce sont des efforts et ce sont des efforts pour garantir l'avenir, ce qui est beaucoup plus optimiste que le sacrifice, parce que le sacrifice ne peut durer qu'un temps. Donc ensemble, nous avons pu travailler sur un accord qui est, encore une fois, je me répète, mais je souhaite que ce soit bien compris, ce n'est qu'une des pierres de l'édifice, qui nous ont donc permis de travailler sur 4 points avec l'ensemble des organisations syndicales et les pouvoirs publics régionaux et locaux, porte sur la mobilité et l'accroissement des compétences, qui porte en fait sur la flexibilité des organisations, bien sûr, l'emploi des jeunes, parce que nous avons une vraie responsabilité sociale, et le 3e point, le 4e et dernier point sur la modération salariale, mais ce n'est que transitoire. L'ensemble de ces mesures et l'ensemble de ces efforts, consentis par la totalité des partenaires, se sont vus adossés de contreparties. Exemple, sur la modération salariale, qui est une modération salariale sur 2 années, nous avons revu l'accord d'intéressement du site pour fonctionner comme un contrat moral. On s'investit, on fait des efforts, on les fait ensemble. Si on gagne ensemble. Si on perd ensemble. Voilà une belle formule. Alors, vous avez dit donc juillet 2012 pour l'application de l'accord, donc c'était bien avant ce qui a été fait par la suite chez différents constructeurs. Est-ce qu'il y a une clause de sortie qui est déjà programmée? C'est un accord temporaire, parce que des efforts doivent être temporaires, ils doivent nous permettre d'arriver quelque part. Donc nous avons établi ensemble des objectifs à atteindre sur la base de cet accord. Et l'accord est valable 3 années. Et il est reconductible 2 années supplémentaires. Au cas où. Si c'est nécessaire. Et c'est les conditions qui ont présidé à la signature de cet accord sont toujours valables. Merci. Réaction peut-être, messieurs, autour de cette initiative. Bernard, oui.
Non, peut-être un mot pour souligner que ces accords ont correspondu et ont permis de maintenir les sites. Et dès lors que les sites qu'il y a un engagement à la non-fermeture des sites, il y a une espèce, et on le voit bien avec Seven Nord, il y a une espèce d'obligation de chacun de faire en sorte qu'on garde le site pour quelque chose. Et à ce moment-là, tout le monde a intérêt à ce que le site soit chargé. Et effectivement, les salariés, les sous-traitants peuvent commencer à envisager que les volumes dont on ne savait jamais trop s'ils allaient venir d'un exercice sur l'autre, d'un modèle sur l'autre, il y a toutes les chances qu'ils soient là. D'une certaine manière, si vous voulez, quand on analyse historiquement la différence entre l'Allemagne et la France, je dirais qu'en Allemagne, les sites, ils étaient peu mis en concurrence avec des sites ailleurs en Europe. Et du coup, on savait que si volume il devait y avoir, c'était à ce site-là qu'il incomberait. À Wolfsburg, Volkswagen fait tout son C. Et il n'est pas question de mettre Wolfsburg en concurrence avec un autre site. Et dès lors, il faut que le site marche, même s'il a des coûts salariaux, même s'il a un certain nombre de désavantages. Cette attitude-là, on ne l'avait plus en France, peut-être même depuis l'entrée de l'Espagne dans la communauté européenne. Parce que systématiquement, les Français avaient eu tendance à résoudre leurs problèmes sociaux en mettant en concurrence les sites français avec les sites espagnols dans un premier temps, les sites français avec les sites est-européens de l'autre. Aujourd'hui, on sait implicitement qu'on ne pourra plus fermer de sites et du coup, on a tendance à les charger et à tout faire pour qu'ils travaillent le mieux possible, même si il y a un certain nombre de désavantages compétitifs en termes de coûts. Il a été dit partout que cet avantage-là, on ne le compenserait pas et qu'il fallait vivre avec et faire en sorte que la production puisse être là, se maintenir et se développer sous cette contrainte-là en cherchant des avantages compétitifs hors coût, puisque c'est les seuls qu'on puisse valablement faire valoir dans un pays à haut coût salariaux comme le nôtre, y compris pour fabriquer des utilitaires qui pourraient être fabriqués en Turquie, y compris pour fabriquer des Micra qui étaient fabriqués en Inde il y a peu de temps. Merci. Denis Ferrand, s'il peut récupérer un micro. Voilà. Oui, c'est vrai que plus largement, au-delà de l'industrie automobile, cette question un peu de la composante dialogue social comme facteur de compétitivité, qui était un des éléments d'ailleurs qui était sous-jacent au rapport gallois, qui est un élément qu'il évoque assez souvent, a été aussi cristallisé à une échelle nationale, donc au-delà de la seule industrie automobile, dans l'accord national interprofessionnel. Après, il faut toujours se méfier de ce qui résulte d'un accord entre des partenaires sociaux et sa transcription dans la loi. Et il y a eu beaucoup d'effets d'annonce autour de l'accord national interprofessionnel. Le nombre d'accords qui sont effectivement signés reste aujourd'hui relativement peau de chagrin. Donc il ne faut pas extrapoler beaucoup sur des accords locaux qui participent vraiment d'une démarche très inclusive, qui participent d'une démarche responsable et qui responsabilise tous les acteurs du terrain. Et ça, en cela, cette démarche est tout à fait fondatrice, est tout à fait fondamentale, mais sa traduction à l'échelle nationale reste quand même encore assez maigre. Donc il ne faut pas en tirer des conséquences définitives au-delà de quelques cas pratiques. Ce sont des cas qui demandent à être généralisés. Encore faut-il laisser de l'espace, car s'il y a bien une des leçons que l'on a appris de la mise en œuvre, notamment des 35 heures, c'est que le one size fits all, ça ne marche pas. Mais qu'en revanche... En français, c'est tout le monde ne chose pas du 35, c'est ça? Voilà, tout le monde ne chose pas du 35, exactement. Tout le monde ne chose pas du 35, et quelquefois, ça peut être du 32, et quelquefois, ça peut être du 40. Mais ce qui importe, c'est justement la construction de cette pointure que l'on va rechercher. C'est comment chacun, sur des circonstances locales, peut trouver les arrangements qui sont les plus efficaces pour donner à la fin du gagnant-gagnant plutôt que du perdant-perdant. Et là, c'est one size fits all pour tout le monde quand on est dans le perdant. Madame Thévenin, quelque part, votre site a servi de laboratoire finalement pour le groupe PSA, puisque ce n'est qu'après que les deux constructeurs français d'ailleurs ont mis en place des accords de compétitivité. Est-ce que au sein du groupe, on vous a consulté par rapport pour vous demander sur la méthode, ce que vous avez fait, ou même peut-être des collègues dans le nord de la France? Il y a quand même beaucoup également de constructeurs ou d'équipementiers qui sont présents. Non, notre accord n'a pas servi de laboratoire au groupe PSA Peugeot Citroën. On n'en parle plus. Oui, nous avons été consultés, bien sûr, mais ce n'était pas dans cet esprit-là. Il faut se remémorer de la situation à l'époque. Fiat venait d'annoncer en 2011 qu'il ne souhaitait pas poursuivre sa coopération avec PSA Peugeot Citroën pour la construction de véhicules utilitaires.
et de monospace, parce qu'à l'époque, c'était la production de Sevel-Nord. Donc à partir de là, il nous fallait impérativement trouver une solution pour garantir la pérennité du site industriel de Sevel-Nord, qui est un très joli site industriel, tout à fait performante, et nous n'avions plus de partenaires. Donc Fiat s'est désengagé dès 2017. Nous avions à cette époque-là un monospace dont on a fini la production là, au mois de mai 2014. Donc on savait que le véhicule était en fin de vie. Et un véhicule utilitaire qui était demandé, avec des très bonnes performances qualité et des performances de véhicule tout court, mais qu'il demandait à être renouvelé. Donc il nous fallait un autre partenaire. Ce partenaire, nous l'avons trouvé auprès de Toyota. Mais quand vous trouvez un nouveau partenaire, vous devez proposer un véhicule qui soit fiable, qui réponde aux attentes des clients, qui soit au bon prix et au bon niveau qualité. Et nous savions faire des véhicules de très bonne qualité. Nous ne savions pas faire forcément des véhicules au bon prix dans la situation dans laquelle nous nous trouvions à l'époque. Et c'est ça qui a présidé à l'ensemble des actions qui ont été menées, qui encore une fois concernent une réduction globale des dépenses de l'entreprise et d'une nouvelle façon de l'exploiter et donc une flexibilité des organisations. Mais c'était très local. L'objectif n'était pas d'en faire un laboratoire pour tester une quelconque avancée sociale. Ça répondait à une problématique qui nous était propre. Bien sûr qu'ensuite nous avons été consultés. Merci. Jean-Charles Sabac, donc c'est vrai que les deux constructeurs français ont mis en place des accords de compétitivité. Côté équipementier, comment ça a été perçu? Est-ce que certains ont fait la même chose finalement chez eux? Non, enfin à ma connaissance, je sais pas. Enfin c'est entreprise par entreprise où il a pu y avoir quelques accords. Je pense, pour ma part, enfin on va reparler aussi de la structure parce que j'y tiens beaucoup là-dessus. Une fois qu'on a parlé de volumes qui montent, mais qui montent faiblement, en tout cas qui sont très, très inférieurs. Il y a besoin de gagner en compétitivité, et pour ça, il y a besoin de gagner en compétitivité. On parlait de compétitivité économique tout à l'heure, mais en compétitivité industrielle. Et je pense, enfin, je souhaiterais revenir là-dessus ultérieurement. Vous voulez le faire maintenant? Comment? Maintenant, pourquoi pas? Bon. Vous avez l'air pressé, alors autant le faire maintenant. Pourquoi pas? Bon, compétitivité industrielle. C'est l'entrée, enfin c'est également la performance industrielle et c'est aussi une robustesse de structure. Aujourd'hui, on a une structure de filière, je l'ai dit en introduction, qui est hétérogène, qui n'est structurellement hétérogène, avec, comme je l'ai signifié tout à l'heure, à partir du rang 2 jusqu'à N, une multitude d'entreprises qui, plus on s'éloigne dans le rang et plus on réduit de taille, plus sont petites et plus sont diversifiées. Et troisième point, plus elles sont petites, plus elles se fédèrent plus tôt par métier. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, 11 métiers, avec des fédérations de métiers également. Et donc diversifiés, donc ils vont travailler dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans l'aéronautique, mais de moins en moins dans l'automobile, de plus en plus dans d'autres structures. Plus elles sont petites, plus elles sont diversifiées. Là, on a un petit souci. On a un souci que tout le monde reconnaît, qui est connu au niveau de la plateforme de la filière automobile, qui est connu au niveau de la fédération que je représente aujourd'hui. On a encore ce maillon faible, là, qu'il faut traiter. Pour le traiter, il y a des structures privilégiées en région, qui sont les ARIA, dont j'ai parlé une minute, qui ont un rôle fondamental dans ce domaine-là. Et je prendrai un exemple, on parle de compétitivité, je prendrai l'exemple de ce qu'on appelle en mauvais français du lean manufacturing. On a depuis déjà des années lancé un vaste programme d'établissement et de déploiement du lean dans les entreprises. Alors ce ne sont pas ni les constructeurs, ni les grands équipementiers majeurs qui vont avoir besoin de ce programme-là. Par contre, à partir du moment où on arrive dans des entreprises de l'automobile qui sont d'une taille réduite, on a peu de TI en France, donc d'une taille relativement petite, là, il y a énormément de candidats potentiels pour prendre ces actions en compte.
Et les ARIA en région sont les pivots importants. Aujourd'hui, quand même, quelques chiffres. On a, je crois, accompagné entre 400 et 450 entreprises. Alors, pas toutes accompagnées sur des programmes longs, mais on les a accompagnées au minimum sur des programmes courts et sur des programmes longs pour certaines autres. Sur le Lean, quand on va en région pour demander des témoignages d'entreprises qui sont investies dans le Lean, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés pour appréhender ces nouvelles techniques. Ces difficultés peuvent être de nature sociale, elles peuvent être également de nature culturelle. Donc ça reste un programme complexe. Les ARIA sont des appuis très importants. On a toujours cette difficulté de faire rentrer ces techniques, entre guillemets, ces outils du lean manufacturing de manière pérenne et durable dans le tissu de PME. Je crois que là, on continue nos efforts. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci. Alors, un exemple d'adaptation. Tout à l'heure, vous avez fait connaissance avec la société Favi. Vous voyez, il est sollicité par les médias, c'est incroyable. Monsieur Verland, vous avez donc adapté votre produit, finalement, pour satisfaire à un besoin qui n'était pas jusqu'à présent comblé par les constructeurs automobiles, par rapport aux véhicules hybrides. Je rappelle que votre métier de base, c'est la fonderie. Et vous avez trouvé, en fait, une petite astuce, une pièce, un process, qui permet justement, finalement, de vous ouvrir les portes de grands constructeurs internationaux. Racontez-nous ça. Alors, juste pour faire l'introduction, c'est vrai que la pérennité de l'entreprise, elle repose pour moi sur 3 piliers. Le pilier du management, on en parlait, et on pourrait encore en parler. Et on va en parler. D'accord. Celle du processus, comment on fabrique les produits, et bien entendu les produits. Et donc, on a toujours cherché à Favi, dans notre histoire, à proposer des produits qui correspondaient aux besoins du marché, aux besoins des clients. Et tout ça aussi sur une volonté d'avoir une spécialité que l'on a trouvée dès la création de l'entreprise. Donc, on est effectivement fondeur sous pression d'alliage cuivreux, et on s'est dit, eh bien, on va s'en faire une vraie spécialité. Notre spécialité, finalement, est de mouler par injection des métaux à plus de 1000 degrés. Et on s'est dit, on va sur cette voie, c'est difficile, donc c'est intéressant. Et l'entreprise a été créée en 1957, juste à l'après-guerre, pour la fabrication de siphons de lavabo. Ça a duré 15 ans, jusqu'à ce que le siphon de lavabo passe en plastique. On n'a pas voulu se battre sur le prix, mais on a cherché une autre voie de développement. Trouver à travers la fabrication d'enveloppes de comptoir d'eau, ce qui nous a permis d'intégrer des techniques d'usinage, et voilà, on démarrait là sur remplir un cahier des charges, parce qu'un corps de comptoir d'eau, ça ne doit pas fuir et ça ne doit pas éclater au premier coup de gel. Donc une notion de qualité à travers le produit. Et puis dans les années 80, sur une problématique constructeur, on s'est dit ça serait intéressant, mais tant qu'on maîtrise les cuivreux, de développer des cuivreux spécifiques pour les marchés. Et on a développé un alliage laiton avec de bonnes caractéristiques de résistance à l'usure et des bonnes caractéristiques de résistance aux contraintes. Et grâce à cela, on a démarré en 1980 la production de fourchettes de bois de vitesse, d'abord pour Renault, puis pour PSA, et maintenant pour Volkswagen, Audi, GM, et on est devenu le leader européen sur la fabrication de fourchettes de bois de vitesse. Mais on s'est dit ça ne va pas durer, comme le siphon, comme le comptoir d'eau. Et puis siphon, fond, comme dirait l'autre. Et voilà, 3 petits tours et puis s'en vont. Donc on s'est dit qu'il faut rattraper peut-être un autre produit. Et sur cette spécialité des cuivreux, on s'est dit quelle caractéristique n'a pas encore été exploitée chez nous. Et donc c'était la caractéristique effectivement de la conductibilité. Et à cette analyse, on voit aussi l'évolution des véhicules, notamment sur l'électrification à travers le moteur, véhicule électrique, à travers l'hybridation et d'autres équipements embarqués. Les deux choses se sont rejointes pour finalement développer en interne un rotor cuivre pour équiper les moteurs asynchrones. Alors les moteurs asynchrones, il y a 2 types de moteurs, pour faire simple, il y a 2 types de moteurs dans les véhicules électriques. Il y a les moteurs synchrones à aimant permanent et les moteurs asynchrones, généralement dotés du rotor aluminium,
qui du coup ne donne pas l'équivalent en termes de performance par rapport au moteur à aimant permanent. Maintenant, doté du rotor cuivre, on arrive à des performances tout à fait similaires. Tesla a la technologie du moteur asynchrone dans ses véhicules. Donc on a peaufiné, je dirais, ce produit en termes de caractérisation et d'évaluation de la technologie pour aujourd'hui proposer effectivement aux constructeurs et aux équipementiers ce rotor cuivre dans le cadre de leur développement de moteurs asynchrones. Alors vous êtes unique dans ce domaine en France et peut-être même en Europe d'ailleurs. Oui, donc l'injection du cuivre est très difficile. Voilà, le cuivre se moule à 1300 degrés et donc on imagine les contraintes techniques pour ceux qui sont peut-être du métier. À mouler en série, en prototype c'est facile, hein, mais à mouler en série et sur des quantités automobiles des rotors cuivre. Donc 5 ans de recherche et développement pour aboutir à un produit qui doit correspondre aux critères qualité automobile. Donc effectivement aujourd'hui on est les seuls en Europe à proposer cette solution. D'autres cherchent à se développer sur ce produit parce que, à mon sens, il est prometteur. Maintenant, on a produit 1,5 million de rotors, pas simplement sur le secteur automobile, mais aussi sur les moteurs industriels à haut rendement. Voilà, ce qui nous donne une crédibilité vis-à-vis de ces futurs développements. Merci. Denis Rozet, je vous sentais admiratif un petit peu en écoutant ce discours. En tout cas sur le savoir-faire déjà. Ah bah, le savoir-faire, oui. Étant un petit peu technicien, oui, c'est très intéressant. Il y a un mot, moi, qui me... Voilà, la pérennisation, en fait. Toutes les actions qui sont menées aujourd'hui, c'est de pérenniser nos activités. Je voudrais juste faire un petit retour en arrière. On a besoin des gros joueurs, des constructeurs. Si je prends ma casquette juste de président de pôle véhicule du futur, heureusement que PSA nous soutient. C'est le premier financeur, effectivement, privé du pôle. Et en cela, en fait, il nous donne quand même un gage sur l'avenir en disant... Voilà, je suis investi au niveau régional, que ce soit sur l'Alsace et la Franche-Comté, comme on est sur 2 régions. Je soutiens également l'ARIA, parce qu'on est également un pôle de compétitivité et une ARIA, et je donne une direction. Cette direction, ça a été rappelé par le représentant de la FIEV, les petites PME ont besoin de se structurer. Et souvent je dis Eurocad, en fait, on est un enfant effectivement du pôle, parce que très rapidement... Alors, par les voyages qu'on est amené à faire, on se dit si je ne fais pas évoluer mon entreprise, très rapidement je disparais. Et la structuration et la pérennisation de l'entreprise est venue par la mise en place des programmes qui nous étaient proposés à l'époque par le pôle, qui s'appelait donc les clés de la performance, qui permettaient d'introduire effectivement le lean management dans l'entreprise. Et puis on sait que quand on commence à mettre le doigt dans le lean, on n'a jamais fini et on a suivi de nouveaux programmes qu'on appelle aujourd'hui et qu'on soutient, le programme BPHI, Bonne pratique humaine et industrielle. Et c'est vrai qu'on a changé également l'image en fait de ces processus et je sais aujourd'hui que ça me permet de continuer à œuvrer dans l'industrie automobile, mais ça a ouvert l'entreprise à d'autres secteur des mobilités, parce qu'aujourd'hui on met des faisceaux électriques dans des véhicules industriels, on les met dans des bateaux, on les met dans des porteurs de containers, et ce qui nous permet également d'avoir une internationalisation effectivement de nos activités. Et puis également au niveau social, j'insiste là-dessus, en fait, ce qu'on a voulu voir souvent le chat noir avec le lean dans nos entreprises, moi c'était vraiment un facteur de dialogue social dans l'entreprise, et je le vis effectivement tous les jours à ce niveau-là, quoi. Donc, en tout cas, ce que je retiens de vos 2 témoignages, c'est qu'on peut être petit et penser grand. En tout cas, il faut... oui, mais je pense que ça, c'est l'agilité du chef d'entreprise. Voilà, on est obligé de se dire oui, que ça peut s'arrêter demain, donc voyons plus loin, quoi. Très bien. Vous vouliez reparler, Monsieur Verland, de l'aspect management. Ça vous tient beaucoup à cœur et c'est vrai que vos salariés, vous les responsabilisez. Ce sont des mini-directeurs d'usine en quelque sorte. Oui, donc notre organisation, effectivement, elle est centrée client. Voilà, c'est vraiment le sens de l'entreprise, c'est-à-dire que le client, il est présent au quotidien dans l'entreprise, et chacun œuvre pour la satisfaction de son client, voire même à rechercher en permanence l'amour de son client. Maintenant, qui fait la valeur au quotidien, de l'entreprise, ce sont nos opérateurs de fabrication.
Et donc l'idée, elle est où? L'idée, elle est que grâce à nos constructeurs automobiles qui envoient chaque jour leurs besoins, ce programme de fabrication arrive directement dans les unités autonomes de fabrication. Et ce sont nos ouvriers accompagnés et managés au quotidien par un leader qui, du coup, organisent leur production. Et donc, on a 12 mini-usines aujourd'hui, automobiles et hors automobile, qui fonctionnent en totale autonomie et responsabilisation par rapport aux besoins du client, par rapport au désir du client, qui est d'avoir le produit bon, au bon moment, au bon endroit. Maintenant, ces mini-usines, elles ont la totale liberté d'organisation pour respecter cet objectif, puisqu'ils en prennent aujourd'hui l'entière responsabilité. C'est-à-dire qu'elles passent en 2/8, qu'elles passent en 3/8, qu'elles redescendent en 2/8. Pour les commandes exceptionnelles, évidemment en respectant le code du travail, elles passent aussi en travail supplémentaire. Ces mini-usines ont en charge aussi les approvisionnements des fournitures par des systèmes de Kanban. Elles ont cette mini-structure managériale où l'on retrouve le leader qui est un ancien opérateur qui manage au quotidien, un animateur qualité et un animateur sur la maintenance. Et chaque mini-usine travaille sur le même modèle. Et donc, moi, ce que je mesure, c'est le résultat, quoi. Finalement, c'est est-ce que mes clients sont satisfaits Est-ce qu'ils vous aiment toujours? Oui, est-ce qu'ils nous aiment? a priori. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est effectivement, pour nous, le constat du zéro retard et quasiment du zéro défaut. Parce que nos opérateurs, on a cessé de communiquer sur le client, mais on a mis en relation nos clients avec nos opérateurs de fabrication. C'est-à-dire que nos opérateurs visitent les clients. Le commercial, quand il a une visite à organiser ou quand il se déplace chez un client, il part avec un opérateur, et pas toujours le même. Pour que le client, finalement, pour que la mini-usine soit imprégnée du client. Les outils, on parlait tout à l'heure des outils du lean manufacturing. On a appris beaucoup par nos clients. C'est notre devise, par et pour le client. C'est par le client que l'on progresse. On est en province et sur la côte Picarde, donc on ne peut pas être intelligent tout seul. Donc on est devenu intelligent par nos clients. Et donc c'est par nos clients qu'on a progressé et c'est pour eux qu'on intègre ces outils de performance. Et maintenant qu'on a cette culture lean management, nos opérateurs font des voyages au Japon, font du benchmarking dans d'autres entreprises pour progresser. Voilà, le progrès ne vient pas de la structure, mais il vient de nos gars, quoi. Il vient de nos opérateurs. Et donc, c'est une entreprise, ce qu'on veut, c'est une entreprise libérée où chacun devient acteur pour la pérennité de l'entreprise, où chacun connaît le sens, quoi. Le sens, c'est la satisfaction de son client. Comme le sens du bureau d'études, c'est développer des bons produits. Mais au niveau de la fabrication, voilà comment ça s'organise. Qu'est-ce que pensent nos amis économistes de la façon dont les PME arrivent finalement à s'organiser, à trouver une nouvelle forme de production, de management? C'est déjà une réflexion qui est assez ancienne et qui avait été un peu cristallisée notamment dans la formation des pôles de compétitivité qui participaient aussi un petit peu de cette démarche, de mettre en relation des apporteurs de solutions à un problème général qui pouvait se trouver dans des espaces très, très différents. C'est concrétisé. Ensuite, vous avez encore les plans industriels, les 34 plans industriels, notamment l'usine du futur. Vous avez des sujets de ce type-là qui émergent, qui sont des sujets fédérateurs. Et c'est là qu'effectivement, on voit bien se poser la question il n'y a de réponse que de réponse collective. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même très compliquée parce que là, on a des messages qui sont, je trouve, d'une teneur assez optimiste, où on sent qu'il y a des éléments à construire, mais il ne faut pas se raconter d'histoire, il faut bien se rappeler d'où on vient. Tout à l'heure, on a parlé du déficit commercial. Sur les 2 dernières années, depuis 2012, le déficit commercial, on n'a fait que le stabiliser sur l'industrie automobile. La part des exportations françaises dans les exportations de la zone euro dans l'industrie automobile, c'est pareil, on a une année de stabilisation. Et encore, c'est les 7 premiers mois de l'année 2014, quand on regarde par rapport à l'année 2013. Mais aujourd'hui, les exportations françaises de la zone euro, enfin, les exportations françaises en automobile par rapport à la zone euro, c'est 10% des exportations de la zone euro. On était à 16% en 2004. Donc vous voyez aussi tout le chemin qui est à reconstruire. Ça s'explique par des évolutions de marché sur lesquelles on était spécialisés, qui nous ont été très défavorables. Mais il n'empêche que tout le chemin à retrouver, il est devant nous. Et ce chemin-là,
il est difficile d'imaginer qu'on puisse le faire tout seul. Donc des solutions qui vont répondre, qui vont mélanger des interventions d'un producteur avec la compréhension de la demande beaucoup plus précise du client sont des éléments qui participent à la démarche, mais il faut faire feu de tout bois du point de vue de la compétitivité. C'est vraiment tout qui doit être actionné aujourd'hui parce que l'enjeu est encore vraiment relevé, il est encore devant nous. Oui, moi je ferai peut-être deux remarques. La première, dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, il me semble que ce que raconte mon voisin, c'est que quand on sait qu'on ne doit pas fermer son établissement, alors il faut trouver, malgré ces handicaps, malgré les changements de technologie, une manière de défendre ses compétences, une manière de les redéployer. Au fond, dès lors que l'on sait qu'on ne va pas pouvoir délocaliser, on est contraint d'innover d'autant plus volontiers, d'une certaine manière. Et je pense que, d'une certaine manière, les contraintes qui pèsent sur les entreprises, historiquement, et on le voit bien dans l'exemple, les aident plutôt à innover plutôt qu'elles les handicapent. Il y a donc là une espèce de paradoxe que je ne manquerai pas de souligner. La deuxième chose que je crois importante par rapport à l'idée d'une politique de filière, c'est que quand on a mis en place les politiques de filière en 2008-2009, il y a eu un certain nombre d'esprits chagrins dont j'ai pu être, qui disaient on a là une vision un peu arriérée, un peu archaïque de penser les choses en considérant qu'au fond, il va s'agir de mettre en ordre tout ce monde-là pour qu'il serve le mieux possible les intérêts des constructeurs. Et pour reprendre une remarque qui était faite à l'instant, dans les pôles de compétitivité qui étaient antérieurs à tout cela, il y a eu la crainte qu'on aille vers quelque chose d'un petit peu appauvrissant par rapport à l'idée d'une innovation plus ouverte, d'une capacité des PME plus grande à se libérer finalement du pouvoir des constructeurs. Ce que je crois percevoir à travers ce qui est dit, c'est que les constructeurs ils sont devenus un peu plus malins et qu'ils ont besoin que les PME avec lesquelles ils travaillent soient plus autonomes par rapport à eux. Ça ne les gêne pas qu'ils aillent travailler pour d'autres constructeurs, ça les gêne de moins en moins. Ça les gêne moins que par le passé qu'ils travaillent pour d'autres secteurs industriels. Et donc l'idée qu'on va avoir un très bon contrôle de son panel et une très forte dépendance à quelques constructeurs qui va permettre de les mettre au pas et de leur demander un peu ce qu'on souhaite en termes de prix, d'investissement, et ce, malgré l'absence d'engagement sur les volumes. C'est quelque chose qui semble, Dieu merci, s'éloigner un peu, et il semble qu'il y ait, même s'il y a beaucoup de progrès à faire encore en termes d'équilibrage, il y a quelque chose qui est plus favorable à une montée en compétence des entreprises, que ça des PME, que ça n'a été le cas par le passé, lorsque le constructeur pensait qu'il savait tout et qu'il aurait des sous-traitants qui seraient d'autant plus performants, qui seraient aux ordres de son constructeur. Merci. Alors Jean-Charles Sarbach en a parlé d'organisation de filières. Vous voulez peut-être redire quelque chose, non ? Non ? Bon, d'accord, tout à l'heure. On a parlé de filières, on a parlé donc de programmes fédérateurs. Alors, 2 litres au 100 par exemple, mais il y en a d'autres. On pourrait citer la voiture autonome par exemple, qui est le prochain grand chantier. Mais il y a un sujet qui vous est cher, parce que ce n'est pas forcément perçu comme tel par l'opinion, c'est celui de la qualité. Alors oui, je vais faire un préambule tout de même, peut-être un peu long, mais c'est aussi un facteur de compétitivité. Je vais maîtriser le temps, tout à fait. Quelques chiffres. Quand on parlait au début des années 90 de 300 ppm de retour garanti pour une fourniture automobile, pour la même fourniture, aujourd'hui, on parle de 30 ppm, voire 15. Quand on parlait, il y a quelques années également, quand on met en place une certification, une norme de système de management de qualité qui s'appelle l'ISO 16949, qui est spécifique automobile, qui est durcie par rapport à l'ISO 9001, qui est en place depuis 99, pardon, et qui a évolué en 2009, où on a 1200 certificats en France. Donc 1200 sites industriels certifiés ISO-TS. Quand on met en place des nouveaux référentiels, qui soient constructeurs équipementiers, quand on met en place des nouvelles techniques d'audit de production pour assurer une bonne qualité de produits avec une certitude de bons résultats, quand on met des ingénieurs qualité dans les projets, quand on met des contrôleurs qualité dans les usines, quand les constructeurs nationaux atteignent des niveaux de qualité qui sont au moins équivalents
à des fournisseurs que je nommerai pas puisqu'ils sont outre-Rhin, à quoi ça sert si le client ne sait pas? Donc, ça, c'est un constat qui n'est pas le mien. C'est un constat qui est partagé, qui n'est pas forcément dit, il n'est pas forcément évoqué. Donc, c'est quelque chose auquel je crois profondément qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'attaque à le résoudre. Comment s'assurer que nos clients comprennent que les véhicules que nous fabriquons en France et les équipements associés sont bien perçus comme étant de la bonne valeur de qualité. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, mais tout le monde peut réagir sur ce sujet-là. La FIEV se préoccupe de cet aspect-là. Je rappelle que dans la FIEV est composée de 120 équipementiers, il y en a 2/3 qui travaillent en France et qui sont d'origine étrangère. Il faut vendre des voitures en France et il faut les vendre non seulement commercialement, mais il faut vendre leur image également. Et là, je crois qu'on a quelque chose à faire. Donc le ministre qui est parti maintenant, mais qui avait une marinière, quelque part, son discours était un peu dans le vrai. Ben, écoutez, je l'espère. La qualité, peut-être un mot simplement, Madame Thévenin, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc un site comme Sevel-Nord, par exemple, a une longue expertise dans le domaine. Le site de Sevel-Nord a une longue expertise sur le domaine et aujourd'hui nous avons, depuis 2012, associé l'ensemble de nos salariés via l'intéressement à l'obtention de bons niveaux qualité. Le bon niveau qualité dans une usine terminale qui produit des voitures se mesure par le taux de bon direct, c'est-à-dire la voiture qui rentre en ligne de production au niveau de ferrage et qui sort de l'autre côté sans avoir aucune retouche. Et ce niveau de bon direct, aujourd'hui, c'est un engagement que nous avons avec nos salariés et on le paye. On paye le contrat. Donc, quand le niveau de bon direct de l'ensemble de véhicules est atteint, eh bien, ça permet d'associer les salariés à l'obtention de ces défis-là et ils sont rémunérés en intéressement. Bien sûr que le niveau de bon direct aujourd'hui nous permet, Peugeot l'a annoncé pour nos véhicules utilitaires il y a à peu près 3 semaines de ça, de proposer à nos clients 3 ans de garantie constructeur. Merci. Denis Ferrand. Oui, un point sur la qualité, pas sur l'industrie automobile, mais d'une manière générale sur l'industrie manufacturière ou sur l'industrie même de biens d'équipement. Nous réalisons à CO Rexecode tous les ans une enquête auprès d'importateurs européens, où on interroge ces importateurs européens sur la perception qu'ils ont des produits français. Alors on pourrait passer la nuit, et ce serait vraiment la querelle byzantine sur le sexe des anges, pour savoir ce qu'est un produit français. Malgré toutes les coups de menton. Il y a le label Origine France, cela dit, voilà, qui existe et qui... bon. Oui, voilà. Il y a le label, c'est déjà bien. Bon, commençons peut-être par le label, certes. Mais, cela dit, Peugeot communique souvent là-dessus, sur le label Origine France. Mais imaginons que du point de vue d'un importateur européen, on sait ce qu'est un produit français. Et donc nous interrogeons les importateurs sur la perception qu'ils ont des produits français, des produits allemands, des produits italiens, des produits de 10 provenances différentes quant aux critères de qualité, aux critères de contenu en innovation, au respect des délais de livraison, quant aux critères prix, également quant aux critères de la variété des fournisseurs. Et j'y reviendrai. Les résultats de cette enquête, ils sont relativement constants dans le temps. En gros, sur 10 provenances de produits, les produits français se classent au 3e, 2e, 3e, 4e rang quant à la perception de la qualité. Donc un positionnement qui est plutôt positif. C'est la même chose du point de vue du contenu en innovation. En revanche, 2 points de faiblesse vraiment majeurs. C'est le point de faiblesse qui tient au prix des produits. Et là, on est renvoyé notamment à la dimension coût. La compétitivité, ce n'est pas que le coût, mais c'est aussi le coût. Et ça se traduit dans du prix, surtout quand les marges sont atrophiées. Deuxième élément, la variété des fournisseurs. Le point de faiblesse majeur des produits français, c'est cette variété. C'est-à-dire que je suis un importateur allemand, j'ai l'habitude de travailler avec un fournisseur français, pas de bol, il vient de disparaître, il a mis la clé sous la porte ou il a des problèmes d'approvisionnement. Quelle est la possibilité pour que je puisse trouver un autre fournisseur français qui viendra suppléer celui qui... Parce que je veux continuer à travailler avec la France, qui viendra suppléer celui qui a fait défaut. Eh bien, c'est sur ce critère-là, les produits français se classent souvent au dernier rang. Et c'est un reflet de l'atrophie de notre base industrielle. Ce que l'on a quand même derrière tout cet enjeu de compétitivité, on en a parlé dans le cadre de l'industrie automobile à partir de 2005-2006, mais dans le cadre de l'industrie, c'est à partir de 99-2000 que l'on a eu une perte de compétitivité. Et là, on a tout un rattrapage à effectuer
qui va être encore un processus très long. Parce que quand vous avez une base industrielle qui s'atrophie, quand viennent à disparaître des entreprises, vous ne reconstruisez pas derrière. Et vous avez perdu les compétences. Donc la compétitivité, oui, il y a du mieux, et on le voit, il me semble, à la teneur de ces échanges, oui, il y a du mieux, mais il y a encore énormément à faire, et il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. C'est vraiment le combat décisif. Parce que derrière, les compétences qui seront perdues, on ne les retrouvera pas. Très bien. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose dans le prolongement? Bernard Julien? Oui, alors quelques mots, parce que derrière la remarque qui était faite, il y avait une espèce de frustration à voir tant d'efforts faits par l'industrie pour gagner en qualité, pour arriver à des niveaux quasi allemands, sans pouvoir obtenir, par exemple, une valorisation économique, une valorisation par les clients qui soit égale, quoi, hein. Donc et c'est ce que cherche aujourd'hui M. Tavares pour PSA. Depuis la Renault 19, peut-être, hein, il y a une espèce de volonté assez forte dans l'industrie française d'arriver à des niveaux de qualité allemands. Ça coûte évidemment cher, ça demande des efforts à chacun. Et puis quand ensuite on regarde les valeurs unitaires auxquelles les véhicules de qualité désormais accrue peuvent se vendre, eh bien on s'y retrouve pas, hein. Et l'industrie américaine face aux Japonais chez eux a à peu près le même problème de perception. Et finalement, il y a effectivement une vraie difficulté à faire payer la qualité aux clients, hein. Et à ce moment-là, il me semble que cyniquement, il y a deux attitudes possibles. Il y en a une qui consiste à s'acharner et à rêver du jour où on pourra enfin pratiquer des surprix. Et puis il y en a une autre qui consiste à se demander si la qualité que ne veut pas payer le client, c'est pas de la surqualité. Ce qui a été d'ailleurs, hein, pour être clair, une des réflexions que Renault a pu faire quand ils ont repris Nissan, parce qu'il y avait effectivement une qualité extraordinaire, des technos qui étaient parfaites, hein, sauf que le client il n'était pas prêt à payer pour et que du coup on perdait de l'argent, hein. Et donc je pense qu'il y a effectivement une forme d'ajustement, hein, de cote à tailler correctement. Et c'est vrai que moi je me rappelle dans le cadre d'une enquête que j'ai faite pour le FMEA, avoir visité des fournisseurs de l'un ou l'autre des Français, mais surtout de PSA peut-être, et certains fournisseurs disaient on nous fait faire des baguettes latérales ou je ne sais, qui sont d'une qualité absolument extraordinaire. Simplement, on imagine, ils sont pas valorisés, quoi. On imagine mal que le client soit prêt à payer pour des baguettes latérales qui ressemblent à celles des Porsche Panamera sur une 208, si vous voulez, hein. Donc il y a une problématique de cette nature-là, d'ajustement des efforts demandés aux uns et aux autres, hein, sur les prix qu'on va pouvoir pratiquer d'une part et sur les volumes qu'on va pouvoir espérer vendre d'autre part, hein. Et je pense que là, il y a une vraie, effectivement, réflexion à conduire quant au niveau de qualité pertinent par rapport à ce que les clientèles sont prêts à payer, sachant que le rêve d'un positionnement de l'industrie française à l'allemande est un rêve qui me paraît relativement vain, étant donné que si effectivement il y a une place pour le premium, le problème de demande que j'évoquais plus tôt est un problème qui appelle à ce que les prix soient plutôt plus modérés, hein, et on a effectivement un arbitrage à rendre entre les volumes qu'on souhaite et les prix qu'on peut pratiquer, et je ne suis pas certain toujours que cet arbitrage soit correctement rendu par l'industrie française. Alexandra Thévenin. Je partage entièrement tout ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait juste. C'est le credo de votre nouveau PDG, il me semble, un petit peu. Il a une très bonne analyse de la situation du groupe qu'il préside. Et je peux vous donner une expérience terrain très intéressante qui est celle de Sevel. Nous avons donc un nouveau partenaire. Ce nouveau partenaire est Toyota. Toyota, c'est pour nous deux victoires. Une première victoire, celle de la pérennisation du site de construction de VUL en France. Donc notre projet à tous, c'est démontrer que nous pouvons faire des VUL en France de manière rentable. Et deuxième, le deuxième côté de ce bon partenariat, c'est que nous avons un partenaire qui est très exigeant du point de vue de la qualité. Toyota, c'est un constructeur qui a une réputation de fabriquer des voitures de bonne qualité, avec une longue espérance de vie. Et donc, le fait qu'il nous ait choisi est pour nous la preuve que nous maîtrisons la qualité de nos produits. Il se trouve que nous avons livré les 250 premiers véhicules qui sont des ProAce, des véhicules utilitaires ProAce à Toyota, avec le niveau qualité requis par Toyota. Mais et là, je vous rejoins tout à fait. L'approche qualité, c'est une approche au juste et nécessaire. Il s'agit de VUL.
Il s'agit de véhicules faits par des professionnels pour des artisans qui vont attacher énormément d'importance à la fiabilité du bien et certes à la qualité perçue un peu moins. Néanmoins, qui cherchent une zone de confort parce que c'est leur deuxième bureau. Donc les baguettes de Porsche, a priori, il n'y en aura pas. C'est important, mais ce n'est pas ce qui est le plus prioritaire dans un VEL. Et donc, il a eu toute une analyse d'utilité et d'efficacité des contrôles que l'on pratiquait au sein de l'entreprise sur les VEL. Et certes, les normes métiers sont importantes, mais elles doivent être adaptées et contextualisées aux produits. Et c'est ça que nous avons appris avec notre partenaire. C'est tout à fait juste ce que vous dites. Merci, on va se laisser quelques minutes pour des questions avec la salle. Profitez-en pour quelques minutes encore, vous pouvez interroger. Oui, alors je crois que le fil ne sera pas assez long. Enfin, je veux bien essayer, mais il y a un moment. Donc Christian Leboire de la CFDT, je m'occupe aussi de filière automobile. Je voulais juste réagir à ce qui a été dit concernant les accords de compétitivité. Il y en a dans la filière des équipementiers, et beaucoup. Et à contrario de ce qu'on a pu constater pour certains grands constructeurs, où bon, il y a quand même une clause à la revoyure. On a vu pour CL Nord, on a vu que bon, bah, quelque part, la situation, quand elle est bien expliquée, le diagnostic est partagé. On retrouve ça chez Renault, voire un peu chez PSA aussi. Mais bon, quand même, chez les équipementiers, il y a eu pas mal d'accords de compétitivité. Parce que j'ai cru entendre qu'il n'y en avait que relativement peu. Et ce qu'on a pu observer, parce qu'on a fait un observatoire d'un ensemble d'accords, on en a comme scruté quand même pas mal. Certains, on les connaissait bien, parce qu'on y a participé d'une manière ou d'une autre en tant qu'organisation syndicale pour les négocier. Et d'autres, on n'y était pas, donc on n'y était pas. Donc ce qu'on a pu observer quand même, c'est qu'il manque souvent la clause à la revoyure. Il manque souvent ce qu'on appelle des engagements fermes, c'est-à-dire on dit qu'on va investir, qu'on va moderniser, ce qui permet effectivement de ne pas faire reposer que sur le coût salarial le retour à la compétitivité. Mais bon, certains le font assez bien dans les engagements et d'autres pas du tout. C'est-à-dire, voilà, donc c'est quand on veut faire du gagnant-gagnant, c'est aussi engagement, concession certes, d'un côté, mais des engagements, et ces engagements-là, il faut qu'ils soient fermes. Voilà, je voulais juste réagir sur cet aspect-là. Merci. Jean-Charles, c'est un micro, une réponse. Oui, juste pour compléter, j'ai oublié de le dire, mais on est en train, en avant-projet, de travailler avec notamment la Caisse nationale d'assurance maladie, donc la sécurité sociale, à un projet pour lequel l'automobile pourrait être en tête de file, de recommandations en termes de performance industrielle et conditions de travail. Je crois que c'est important de le dire, parce qu'il y a aussi, il flotte dans l'air un certain nombre d'idées sur la performance industrielle et l'incompatibilité éventuelle avec les conditions de travail. On a rédigé, la PFA a rédigé un document qui est un document intéressant, qui va peut-être servir de base à un travail qui dont la première phase devrait aboutir en avril prochain. Merci, monsieur. Si vous voulez bien faire le tour. Ah bah oui, ça se mérite, hein, les questions. Éric Trochon, je réagis à titre personnel en tant qu'ex-salarié d'un constructeur automobile français. J'ai été ravi des débats, franchement. J'ai été ravi notamment que le sujet du management soit abordé. Il y a un sujet, il me semble, qui n'a pas été abordé, c'est le sujet de la confiance. Or, c'est une des conclusions de ce bouquin, qui s'appelle « L'industrie française décroche-t-elle » de Pierre-Noël Giraud et Thierry Veil. Dans ce bouquin, les deux faiblesses identifiées de l'industrie française sont 1. Le positionnement milieu de gamme, et 2. Le déficit de confiance entre acteurs. Ça veut dire entre clients et fournisseurs, par exemple, entre pouvoir public et puis industriel, mais aussi en interne de l'entreprise. Et en tant qu'ex-salarié, je peux vous dire que c'est effectivement un problème, le déficit de confiance. Dans cette entreprise où j'ai travaillé 15 ans, on a reçu récemment un mail très sérieux disant qu'il y avait un dispositif qui allait se mettre en place de lutte contre les fournitures et les pièces détachées. C'était dans un centre de recherche-développement. Il y a peu de pièces détachées. Il y a peut-être 1% des gens qui en volent, ou 1 pour 1000 à mon avis, ou des fournitures. Mais c'est 100% des gens qui ont reçu le message.
Et ça, c'est anecdotique. Mais ça se traduit aussi dans l'organisation. Ça se traduit en doublant sur une activité. On n'a pas une personne, comme on a chez Toyota, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans. On a 2, 3, voire 4 personnes sur une même activité, parce qu'on préfère des doublons, parce qu'on n'a pas confiance. Ça se traduit aussi par donc 4 personnes, 4 chefs. Il y a beaucoup de chefs, beaucoup de chefs, et ça fait donc des organisations très lourdes en termes de structure. Ça fait aussi des organisations qui ne sont pas vraiment centrées clients, mais plutôt, excusez-moi, centrées hiérarchie, centrées chef, hein, et ça fait énormément de démotivation. Et dans ce bouquin-là, il y a justement écrit que les frais de structure, les taux d'encadrement étaient 2 fois plus élevés en France qu'en Allemagne. Et je ne suis pas sûr que l'Allemagne soit un cas vraiment à suivre. À mon avis, c'est mieux au Japon, chez Toyota par exemple. Et je voudrais dire que je connais bien le management de Favi. C'est un management dans une usine, mais ce management est vraiment remarquable. Il est appliqué aussi dans des bureaux d'études, hein. Il est appliqué dans des entreprises du secteur de l'informatique. Il faut vraiment prendre exemple. C'est à mon avis une clé pour l'industrie automobile française. Merci. Le livre est à la documentation française, hein. J'ai regardé, donc une maison sérieuse quand même. D'autres questions, mesdames, messieurs? Oui. On va demander des rallonges, hein, pour la prochaine conférence. Oui, Michel Coste, société Innovev, d'analyse de l'industrie automobile. Alors j'ai été très intéressé par tout ce que vous avez dit sur la compétitivité. C'est extrêmement important effectivement pour le devenir de l'industrie automobile française. Alors je voudrais venir sur un deuxième volet qui a été moins abordé, qui est celui en fait du marché et de la demande du consommateur, qui est très importante. On a perdu ces dernières années 4 millions en Europe de véhicules par an à peu près. Sur plusieurs années, ça fait 20 millions de véhicules. Voilà. Et la crise est à la fois conjoncturelle et structurelle. Donc je m'interroge sur l'aspect structurel de cette crise. Peut-on faire ou non revenir les consommateurs, les utilisateurs à la voiture? Peut-on leur donner à nouveau l'envie de la voiture, revenir ainsi au niveau de 2007 ou pas? La conjoncture, nous l'espérons, va revenir, mais peut-on agir aussi sur le structurel? Alors je constate que ces dernières années, la croissance s'est faite essentiellement sur des technologies de semi-rupture ou de rupture, le véhicule low cost, qui nous a fait une croissance forte, les crossovers, les petits crossovers, qui ont fait une croissance. Et alors, quels sont les Dacia et les crossovers du futur? On a beaucoup parlé du véhicule électrique. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Je n'ai pas entendu une seule fois le mot électrique ici. On a parlé deux fois, mais très peu. Bon. Renault était parti très fortement sur le véhicule électrique, un leader. Il s'est fait rattraper et dépasser maintenant par BMW et Tesla. Ma question est, est-ce qu'on est sur le gué? Est-ce qu'on va traverser le gué? Et est-ce que les filières, est-ce qu'il y a des filières qui peuvent aussi contribuer non seulement à l'amont, à la compétitivité, mais aussi à la demande du client? Est-ce qu'on peut mettre des filières en place du type filière véhicule électrique, filière véhicule autonome, ou bien est-on là trop proche en fait de la concurrence des différents acteurs? Merci. Alors, ça fait pas mal de questions. Peut-être que sur filière autonome, Jean-Charles Sapac pourra dire un mot. Je ne sais pas si Patrick, en tant que président du CCFA, pourrait dire un mot déjà. Oui, non, juste un mot, c'est que la question, en fait, c'était ton ambition, c'est que cet atelier soit le seul atelier parmi les 10, parce que là, il y a toutes les questions qui vont être abordées dans beaucoup d'ateliers. Donc, on peut pas répondre à tout, donc je plaisante un petit peu. Mais c'est vrai que la demande, c'était pas tellement le sujet d'aujourd'hui. Moi, ce que j'avais envie de dire, je le dis maintenant parce que j'ai le micro, c'est que je voudrais rendre hommage, c'est quand même pas tous les jours, au gouvernement en général. Et je trouve que c'est celui-ci, ça aurait pu être celui d'avant, c'est pas grave. Mais le programme 2 litres au 100, on s'en souvient, ça a été quand même lancé par Jean-Marc Ayrault dans le ciel bleu, azur ou gris, je ne sais plus. Donc pour moi, c'est un peu le rôle du politique. Quand ça marche pas mal. Et surtout quand derrière, ça suit. Et le programme 2 litres au 100,
dont on a parlé rapidement, pour moi, il est absolument exceptionnel. On n'a jamais vu ça en France. On n'a jamais vu deux constructeurs et surtout la cohorte des fournisseurs qui vont avec. Alors, avec peut-être pas toutes les PME, bon, ça, c'est effectivement un sujet, mais on n'a juste jamais vu ça, quoi. Et donc, aujourd'hui, on ne s'en rend pas trop compte dans le salon parce que le grand public, bien entendu, chaque marque reprend son rôle. Il y a 3 concepts qui n'ont rien à voir et tout. Bon, sauf que il y a quand même toutes les briques technologiques sont partagées en souterrain et lancées à l'initiative du gouvernement emblématique et sur la base, tout de même, ce qui a permis ça, c'est la plateforme de la filière automobile qui était un petit peu le terreau. Et puis au-dessus du terreau, ce qui l'a vraiment nourri, c'est le comité technique automobile lancé il y a 2-3 ans. Et je pense qu'il faut, en tout cas dans cet atelier-ci, sans répondre à toutes vos questions, il faut quand même saluer ça. C'est-à-dire qu'on n'a juste jamais fait ça en France. Et c'est l'alliance du collectif. Il y a 2 niveaux, quoi. Il y a le national, hyper collectif, qui doit inspirer, plutôt desserrer les contraintes plutôt que contraindre. Enfin, c'est un petit peu le changement peut-être d'aujourd'hui. Et puis il y a le local qui n'est plus non plus individuel. Enfin, on l'a vu au niveau des entreprises. Même dans les entreprises, il n'y a plus rien d'individuel. Tout est collectif. C'est le lean, c'est la déclinaison opérationnelle, c'est les déclinaisons d'accords de compétitivité. Bon, dans les accords globaux, on doit desserrer ce qui peut être desserré, mais à la fin, ou même au début, parce que c'est Seven qui effectivement a lancé la vague des accords de compétitivité dans l'automobile. Après, ça a été Renault, et après, plus globalement, PSA. On n'arriverait jamais à négocier un truc pareil au niveau national. C'est absolument impossible. Donc, le national, il doit juste desserrer les contraintes, inspirer, comme c'est le cas de litre au 100. Et derrière, le boulot, c'est le nôtre à chacun sur le terrain. Et il est hyper collectif. Il n'est plus individuel. Et je crois que ça a été très bien dit. Et bon, on n'a pas eu l'occasion d'assez parler du lean dans la région Est, mais il y avait un boulot absolument exceptionnel qui a été fait. Donc, ce n'était pas du tout la question, mais j'en ai profité pour dire ce que j'avais à dire. Merci. Pour information, il y aura un atelier sur la voiture autonome ici même demain après-midi. Si vous n'avez pas peur, voilà. Si vous n'avez pas peur d'être sur liste d'attente, parce que c'est comme Johnny au Stade de France. Hein. C'est difficile de leur donner la parole après un président. Je propose qu'on s'en tienne là. Vous pouvez toujours, après la conférence, voir individuellement chacun des différents intervenants, que je vous propose quand même d'applaudir très chaleureusement. Merci beaucoup.